Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici vos infos du soir. Un avion militaire réduit à l'état de débris au large de la Birmanie. C'est tout ce qui reste de l'appareil qui transportait plus d'une centaine de passagers, des proches de soldats qui se rendaient dans la capitale économique Rangoon. Il avait décollé un peu plus tôt de la ville de Miyek, dans le sud du pays. Accusé de soutenir le terrorisme, l'Iran en a été la victime. Cette fois, plusieurs assaillants dont des kamikazes se sont attaqués au Parlement et au mausolée de l'imam Khomeini. Bilan au moins 13 morts et une cinquantaine de blessés dans ces violences revendiquées par Daesh. Le grand oral du chef du gouvernement devant la Chambre des conseillers, une intervention consacrée au programme national de lutte contre les disparités sociales et territoriales dans le monde rural. Un chantier qui doit concerner 12 millions de personnes à travers plus de 20 000 projets. Et le regard des photographes marocains sur l'actualité et le monde qui nous entoure, c'est à découvrir jusqu'au 20 juin dans l'enceinte de la galerie Bebrouah à l'occasion des deuxièmes rencontres photographiques de Rabat. Ne manquez pas cette galerie de clichés à la fin de cette édition. L'avion transportait les membres de familles de soldats birmans, plus de 100 personnes au total, à bord essentiellement des femmes et des enfants qui venaient de rendre visite à leur père et mari. Peu après le décollage dans le sud de la Birmanie, l'appareil disparaît des radars. Plusieurs débris seront retrouvés quelques heures plus tard en pleine mer. Hind Ben Abdenbi. Quelques heures de recherche ont suffi à l'armée pour repérer les débris de l'avion au large des côtes birmanes. Il était environ 7 heures ce matin lorsque l'appareil militaire avec 120 personnes à bord disparaissait subitement des écrans radars, une demi-heure à peine après son décollage de la ville de Miyek, au sud du pays. Selon les responsables aéroportuaires, le contact avec l'appareil a été soudainement coupé alors que l'avion survolait la ville de Daroe, au sud-est de la Birmanie. Pour expliquer ces disparitions, les autorités privilégient la thèse d'un incident technique. Des opérations de recherche et de sauvetage ont été menées avec l'appui logistique de 6 navires de la Marine nationale et de 3 avions militaires. Les accidents de transport sont relativement fréquents. En Birmanie, en février 2016, 5 soldats avaient été tués dans la chute d'un avion militaire près de la capitale administrative Naypyidaw. Et en juin de la même année, un hélicoptère de l'armée s'était écrasé dans la province de Bago, faisant 3 morts. Le récit était signé Amina Ben Khalaq. L'Iran, à présent touché en plein cœur par la terreur, des hommes armés, des kamikazes ont attaqué ce matin le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeini à Téhéran, la capitale. Des attaques sans précédent revendiquées par l'organisation terroriste Daesh et qui ont fait au moins 13 morts et une cinquantaine de blessés. Salim Ibn Abou. La scène atroce est filmée par l'un des terroristes. Il est un peu plus de 8 heures ce matin. L'attaque vient de se produire. 4 hommes armés de Kalachnikov font éruption au Parlement et tirent presque à bout portant sur les fonctionnaires. À l'extérieur, les passants entendent les dizaines de coups de feu. Mais personne n'a idée qu'une attaque terroriste vient d'avoir lieu. J'étais à l'hôpital et après seulement quelques minutes, j'ai entendu des coups de feu. Les policiers sont arrivés très vite. Le quartier et la rue ont été bouclés pour le moment. L'un des blessés a été touché au cœur. Il a été évacué en ambulance. Au même instant, au mausolée Khomeini, à une vingtaine de kilomètres de Téhéran, plusieurs assaillants auraient ouvert le feu avant d'actionner leur ceinture explosive. Bilan des 2 attaques, pas moins de 13 morts et une quarantaine de blessés. Le chef de la diplomatie iranienne dénonce un acte d'une exceptionnelle barbarie. J'aimerais exprimer mes plus sincères condoléances à la population iranienne parce que ces attaques terroristes ont visé le mausolée et le Parlement iranien. Lieu hautement symbolique, cet attentat va définitivement renforcer la détermination des Iraniens à lutter contre le terrorisme. Il aura fallu plus de 3 heures aux forces de l'ordre pour mettre fin à la scène d'horreur et abattre les 4 terroristes. Quelques minutes plus tard, Daesh a revendiqué ces 2 attaques dans la capitale iranienne, une première. Les relations avec l'Iran qui sont au cœur de la crise diplomatique entre les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis font monter la pression sur le Qatar 3 jours après avoir rompu leurs relations avec Doha. Ils ont exigé le changement de sa politique vis-à-vis des organisations extrémistes et de Téhéran justement. Amina Ben Khalaq.
Les réactions s'enchaînent au sujet du Qatar. Le ministre des Affaires étrangères saoudien l'a qualifié d'État frère, mais un État frère qui prend de mauvaises positions, a ajouté Adel Jubeir. Même son de cloche du côté des Émirats arabes unis qui ont également rompu les relations diplomatiques avec Doha. Le ministre d'État a rappelé il y a quelques heures les raisons de la rupture. Le principal problème concerne le changement de la politique étrangère de l'État qatari. Elle est désormais subversive et centrée sur le soutien de l'extrémisme et du terrorisme dans la région. Les autorités qataries affirment, elles, avoir été victimes de pirates informatiques qui avaient publié de faux propos attribués à l'émir Sheikh Tamim Ben Ahmed Al Thani. Des hackers russes seraient à l'origine de ces déclarations selon le FBI, ce que Moscou rejette en bloc. De son côté, le président américain a appelé à l'unité des pays du Golfe lors d'un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar. Le Qatar a fourni d'importants efforts pour essayer d'arrêter de financer les groupes terroristes, notamment en poursuivant en justice les personnes soupçonnées de soutenir des extrémistes. Ils ont certes fait des progrès, mais ils ont encore beaucoup de travail à faire. La Turquie a également réagi. Le Parlement a adopté en urgence une proposition de loi aujourd'hui. Elle autorise la mobilisation de troupes supplémentaires sur une base militaire turque au Qatar. À l'étranger, toujours Israël défie encore une fois la communauté internationale et même son allié américain. L'État hébreu vient de mettre sur la table les plans de construction de 1500 logements en Cisjordanie occupée. Parmi eux figurent 102 appartements qui composeront une nouvelle colonie, ce qui n'était plus arrivé depuis 25 ans. Pour les Palestiniens, cela constitue de nouveaux obstacles à la paix qui détruisent les chances de relance du processus au point mort depuis 2014. Et c'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie palestinienne est arrivé dans le royaume. Riyad El-Maliki s'est entretenu avec son homologue marocain. Des échanges consacrés au dossier d'actualité et à la défense de la cause palestinienne. L'occasion pour Nasser Bourita de réitérer la position du Maroc qui plaide en faveur de l'établissement d'un État indépendant avec Al-Quds Sharif comme capitale. Un peu plus tard dans la journée, Riyad El-Maliki a aussi été reçu par le chef de l'exécutif Saad-Din Al-Uthmani, comme vous le voyez sur ces images. Le chef du gouvernement qui était aussi un peu plus tôt à la tribune de la Chambre des conseillers, Saad-Din Al-Uthmani, a consacré son intervention mensuelle au programme national de lutte contre les disparités sociales et territoriales dans le monde rural, un dispositif auquel a été alloué un budget de 50 milliards de dirhams, de quoi porter assistance à quelques 12 millions de Marocains à travers près de 25 000 projets. Le récit de Salima Ben Abou sur un reportage de Abdelhafed Mnouar et Ibrahim Haboub. Sans croissance, difficile de relancer le marché de l'emploi. C'est ce qu'a affirmé Saad-Din Al-Uthmani lors de son grand oral aujourd'hui à la Chambre des conseillers. Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d'adopter une politique publique pour traiter le dossier du travail et réduire ainsi le taux de chômage. Une stratégie nationale de l'emploi existe déjà. Elle a été annoncée auparavant, mais aujourd'hui cette stratégie nécessite un effort de précision afin qu'elle soit adoptée. Nous sommes aujourd'hui sur cette voie. Évidemment, le dossier de l'emploi est assez compliqué. Les conseillers ont appelé à de plus grands investissements dans les secteurs générateurs d'emplois. Ils préconisent également l'association du système de l'éducation au marché du travail. Afin de garantir la stabilité du pays, l'émergence de l'économie, la création d'une cohésion sociale et le renforcement des mécanismes de l'État, que ce soit au niveau central ou territorial, il est primordial de trouver une véritable solution à la problématique de l'emploi. Il est très difficile de trouver de l'emploi, un nombre important de chômeurs, notamment dans un contexte marqué par un faible niveau de taux de croissance. Il faut d'abord acter une approche économique. Cela ne se fera pas sans la révision du modèle économique du pays. Il faut donc opérer plus d'investissements dans les secteurs les plus productifs. La stratégie de développement du milieu rural et des zones montagneuses et forestières a été également au centre des discussions lors de cette séance parlementaire. Saad-Din Al-Uthmani a confirmé la volonté du gouvernement à mettre en œuvre des programmes de développement consacrés à ces régions.
Ils n'ont jamais eu l'occasion de passer le bac ou veulent en décrocher un deuxième ou même un troisième. Tous font partie de cette catégorie particulière des candidats libres. Ces derniers doivent cependant répondre à une série de critères, comme le fait d'avoir bouclé leur cursus secondaire depuis moins de 2 ans, une condition sine qua non pour espérer se réorienter. Le récit de Rita Saha sur un reportage de Kautsar Dahdouh et Younes Sabah. Ce matin, c'est au lycée Fatima Al-Fihriya de Casablanca qu'un peu plus de 200 élèves ont tenté de contenir leur stress. Et pour cause, la plupart de ces candidats au baccalauréat libre repassent l'examen pour la deuxième fois, une épreuve qu'ils espèrent réussir avec succès. La première fois, j'ai échoué, je retente donc de repasser le bac. J'ai pour cela étudié dans une école privée, puis révisé à la maison. J'espère que cette fois sera la bonne. J'ai déjà obtenu mon bac, j'ai commencé à étudier dans une école. J'ai voulu m'inscrire ensuite dans une autre école, dans une filière différente. On m'a demandé le bac dans une autre branche. C'est pour ça que je suis ici, j'espère obtenir de diplômes. Pour pouvoir être éligibles à cette épreuve, les candidats libres qui n'ont pas obtenu le bac doivent avoir terminé leurs études secondaires depuis moins de 2 ans. Au-delà de 3 tentatives, les candidats n'auront plus le droit de passer l'examen. Les candidats libres doivent tout d'abord passer l'examen régional avant de passer l'examen national. S'ils n'ont pas passé le régional, ils ne pourront pas accéder au national. Au niveau de la direction provinciale, 603 candidats se sont inscrits au bac libre dans 3 branches, les sciences humaines, la littérature et les sciences de la vie et de la terre. Dans la région Casablanca-Stade, ils sont plus de 10 300 à retenter leur chance dans cette épreuve du bac en candidat libre, des jeunes Casablancais qui seront peut-être, dans moins d'1 mois, de futurs bacheliers. Égard aux fraudeurs et autres tricheurs, la cellule de vigilance veille à ce que tous les candidats du bac respectent les règles. Durant la première journée d'hier, pendant les examens, 729 cas de fraude ont été relevés. C'est tout de même 62% de moins que l'an dernier. À présent, cette main tendue aux femmes en difficulté à travers l'action du centre social qui a vu le jour l'an dernier dans le quartier Youssoufia à Rabat, une structure qui a accueilli près de 80 pensionnaires qui ont pu bénéficier de formations professionnelles en plus de l'accompagnement socio-psychologique. Et lorsque les mamans sont à l'œuvre, eh bien les enfants sont gardés dans un espace spécialement dédié. Le récit de Hind Ben Abdenbi sur un reportage de Souad Ziatraoui Youssef Lotfi. Cela fait 1 an que le centre social pour la femme et l'enfant de Youssoufia a démarré ses activités. L'objectif est ici de dispenser des formations qualifiantes dans les métiers générateurs d'emplois comme la couture, la broderie et la cuisine. L'autonomisation des femmes passe également par des cours d'alphabétisation et de langue pour celles qui ont quitté les bancs de l'école trop tôt. J'ai appris beaucoup de choses, je maîtrise beaucoup mieux le français et l'arabe. Dans ce quartier, on manquait d'infrastructures de ce genre. Ce centre nous a vraiment sauvés. Le résultat est déjà là, on voit les avancées et cela se ressent dans l'implication des bénéficiaires, leur manière de communiquer et le respect des horaires. Une prise en charge socio-éducative des enfants des bénéficiaires est également proposée. Ils sont 75, âgés de 4 à 6 ans et répartis sur 3 niveaux scolaires à être encadrés pédagogiquement. Selon l'âge, on essaie de leur faire des activités de peinture, de coloriage. On essaie surtout de faire développer leur personnalité, qu'ils apprennent à avoir leurs idées, leur avis. Réalisé pour un budget de 8 millions de dirhams, le centre a accueilli en 2016 près de 80 femmes issues de milieux défavorisés dans le but de leur permettre de s'intégrer à la société et de renforcer leurs compétences. Belle distinction pour le collège Hamman El-Ftouaki de Fès. Il vient en effet de décrocher le 3e prix du concours École et Quartiers Propres, une compétition d'envergure nationale qui consacre les établissements et les quartiers engagés dans une dynamique environnementale. Une reconnaissance également de l'engagement écologique de ses élèves, ses professeurs et son administration. Reportage sur place, Sarah Jabri, Abdelhalim Kawi. Après la collecte de feuilles mortes, les élèves du collège Hamman Fotwaki fabriquent du compost pour le jardin de leur établissement. D'autres participent à un atelier de recyclage. Depuis 1 année, ces collégiens s'investissent pour l'embellissement de leur école, mais aussi pour l'environnement. Nous recyclons différents types de déchets que nous collectons ici à l'école ou chez nous, et ce pour protéger notre planète.
Tous mes camarades du club environnement sont impliqués dans ces activités éducatives et créatives. Ce sont de simples idées que chacun de nous peut reproduire dans son école ou même chez lui. Un engagement qui a porté ses fruits puisque l'établissement vient de décrocher le 3e prix du concours national École et quartier propre organisé par l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Ces élèves ont pris conscience des enjeux écologiques. C'est très important car l'école joue un rôle déterminant dans l'éducation, à l'environnement et au développement durable. À travers tous ces ateliers que nous menons avec les écoliers, nous avons développé une idée très simple, mais qui pourrait être très efficace, celle de fabriquer des petites briques combustibles à travers le recyclage du papier. Des petites bûches qui devraient faire l'objet d'une étude pour évaluer leur pouvoir calorifique. L'ambition est qu'elles puissent remplacer le bois de chauffage utilisé dans certains établissements scolaires en période de grand froid. Culture maintenant avec les deuxièmes rencontres photographiques de Rabat à l'occasion de braquer les objectifs vers le regard porté par les chasseurs d'images marocains sur le monde qui les entoure. Leurs œuvres sont donc projetées jusqu'au 20 juin au cœur de la capitale, en plus des expositions installées au sein de l'espace expression CDG et de la galerie Bebrouah. Le récit de Samia Harissi sur des images de Mustafa Sadouni. Espace public, espace privé, un thème très social qui a beaucoup inspiré une quinzaine de jeunes et de moins jeunes artistes photographes des 4 coins du Maroc. Une thématique chargée de symboles. Ce qui distingue cette édition, c'est la diversité et l'éclectisme du regard des photographes qui tentent de rapprocher artistiquement le sujet très profond qu'est l'espace public-privé. Des photographies et des vidéos qui intriguent et qui interpellent de par la forte charge historique, sociale et culturelle qu'elles renferment. À travers cette exposition, le public pourra être surpris de découvrir que la photographie peut jouer un rôle dans notre société en posant de nombreuses questions. Ces rencontres photographiques de Rabat sont parmi de ces événements très importants pour soutenir la photographie aujourd'hui. Cette deuxième édition des rencontres photographiques de Rabat a permis de rendre visible la créativité et le talent de nombreux artistes photographes peu connus du grand public et surtout d'habituer le regard du visiteur à une autre forme d'art. On savait que le Maroc était riche d'un brassage de civilisations vieilles de plusieurs milliers d'années, mais de là à être le berceau de l'humanité, il y a un grand bond dans le temps que vient de franchir une équipe d'archéologues, celle menée par l'anthropologue français Jean-Jacques Hublin. Depuis des années, il était intrigué par un ossement retrouvé à Jbel Irhoud, dans la région de Safi, et qui s'est avéré bien plus ancien qu'il n'y paraissait. Eh bien, le chercheur a engagé alors de nouvelles fouilles en 2004, et cela va s'avérer payant puisqu'il vient, tenez-vous bien, de découvrir des fossiles sur place appartenant à 5 Homo sapiens vieux de 300 000 ans. Une véritable révolution dans l'histoire de l'humanité qui a d'ailleurs fait la une de la prestigieuse revue Nature. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce mercredi 7 juin. L'assaut mené par des hommes armés et des kamikazes contre le Parlement iranien et le mausolée de l'imam Khomeini à Téhéran. Des violences revendiquées par l'organisation terroriste Daesh qui ont fait au moins 13 morts et une cinquantaine de blessés. Dans la soirée, le président iranien Hassan Rouhani a appelé dans un communiqué à l'unité et à la coopération régionale et internationale contre le terrorisme. Fin de cette édition que vous pourrez voir ou revoir sur notre site d'information 2m.ma. Prochain JT aux alentours d'1 heure en compagnie de Hicham Rafaoui. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit.